Attention, lancement mondial, nouveau modèle de route Trek. Une domane entièrement modifiée pour commencer, avec une esthétique très classique, au banc haut, très attrayante. D'autre part, elle a été énormément allégée par rapport au modèle précédent, au point que certains modèles de série de cette nouvelle domane seront plus légers que la Madone de compétition elle-même. D'autre part, nous avons une géométrie très confortable pour supporter de très nombreux kilomètres et un carbone très absorbant, et surtout, elle a gagné en polyvalence, c'est incroyable. 40 mm de passage de roue maximum pour jouer avec différents pneus slick de différentes largeurs pour la route. Mais même avec la possibilité, si vous le souhaitez, de monter déjà des pneus de gravel. Et aussi la possibilité de venir en monoplateau ou en double plateau, avec 12 ou 13 vitesses. Et en plus, je vais vous donner un petit aperçu je pense, puisque ça viendra plus tard dans la vidéo, et pour ceux qui sont nostalgiques, de l'Emonda, retiré du catalogue comme mythique grimpeuse Trek il y a 2 ans. Ce vélo, quand tu montes, que tu appuies fort, que tu te lèves de la selle, il rappelle énormément l'Emonda. Donc voilà, on y va à fond avec le test. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'appuyer sur le bouton s'abonner pour m'aider à faire grandir le projet. Et allons-y, parce que j'ai beaucoup de détails à vous raconter. Il est clair que ce vélo cherche à satisfaire ceux qui recherchent une efficacité maximale, une polyvalence absolue, tout en conservant une esthétique classique avec des touches modernes. Comme vous le savez bien, le public qui utilise des vélos de route longue distance est assez spécifique, donc Trek savait que pour cette évolution, il devait prendre en compte tous les retours possibles de ses clients historiques du modèle Doman. Ils ont envoyé une série d'enquêtes, et il semble que ces clients fidèles du Doman savaient exactement ce qu'ils voulaient. Pourquoi ? Parce qu'ils ont exigé que le nouveau modèle conserve une géométrie confortable et qu'il continue d'offrir de nombreux points d'ancrage pour transporter de l'équipement. D'un autre côté, ils voulaient toujours un dégagement de roue généreux et que ce soit un vélo capable d'offrir un certain niveau de performance. Mais en plus, ils voulaient que le nouveau modèle soit plus haut à l'avant pour le rendre encore plus confortable. Qu'il soit beaucoup plus léger, c'était un point, une exigence très souvent répétée dans les retours qu'il donnait, dans les enquêtes. D'un autre côté, il cherchait aussi à rendre les premiers prix de la gamme plus accessibles. Et c'est important ce que je vais dire maintenant. Que dans le cas hypothétique où le système ISOSpeed, avec lequel ses clients avaient vécu sur tous leurs modèles précédents, n'était pas présent, eh bien pour eux, ce ne serait pas une grande perte. Alors Trek s'est mis au travail, a rassemblé toutes les informations et est revenu avec ça. La nouvelle Doman Génération 5, où nous avons, regardé, un avant beaucoup plus haut. Ce n'est plus seulement à cause du tube de direction, mais aussi grâce au guidon à double hauteur présent sur la plupart des modèles. Je vous en parlerai plus tard. Nous avons un vélo qui a perdu l'ISOSpeed. Il n'en a plus besoin, je vous expliquerai aussi plus tard pourquoi Trek en est arrivé à la conclusion que ce vélo n'a plus besoin de l'ISOSpeed. Mais la première conséquence réelle de l'absence de l'ISOSpeed, en plus d'un travail de laminage du carbone beaucoup plus évolué, c'est le poids. Et en fait, sur le modèle SLR, qui est le haut de gamme, la réduction de poids, en comptant les roues, la fourche et le cadre, est de plus d'1 kg par rapport au modèle précédent. Alors pouvez-vous imaginer les performances de cette machine, surtout en montée? D'un autre côté, tout ce qui concerne les fixations a été conservé. Le passage de roue maximal atteint désormais 40 mm, ce qui nous rapproche déjà du monde du gravel. En définitive, un vélo complètement remodelé et qui prend vraiment en compte tous les retours que Trek a recueillis auprès de ses clients. À mesure que la possibilité de monter des pneus de plus en plus larges existe, il est vrai que la responsabilité d'absorber les vibrations du terrain sur des routes abîmées et en mauvais état dépend de plus en plus de la largeur du pneu, du type de jante que nous utilisons, mais surtout de la pression d'air que nous mettons dans le pneu en fonction du parcours que nous faisons. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie que l'ISOSpeed, qui était un système très pertinent sur les anciens modèles de Doman, dans ce nouveau modèle, en réalité, il n'a plus vraiment de raison d'exister. Et avec cela, Trek a choisi de le supprimer et de réduire énormément le poids de ce nouveau Doman. Et ce n'est pas tout. Le fait est que les fibres de carbone ont également évolué. Et le nouveau lay-up ? Ce qui permet, c'est une bien meilleure absorption des vibrations par la fourche et le cadre. Donc d'un seul coup, on a un vélo qui absorbe beaucoup mieux les vibrations, mais en même temps beaucoup plus léger. Pour la tige de selle, ils ont choisi un modèle rond traditionnel de 27,2 mm, un standard universel de l'industrie. Rien à voir avec, disons, une solution plus aérienne,
mais en même temps plus complexes, comme celle que l'on trouve sur la Madone, qui utilise une tige de selle spécifique à ce vélo. Donc ce que nous avons ici, c'est une tige de selle dont vous pourrez trouver un remplacement à tout moment, n'importe où, et qui sera en plus très facile à régler. Il est très important de mentionner qu'elle est conçue pour absorber les vibrations à un point critique, comme la selle. C'est l'un des 3 points de contact entre notre corps et le vélo. Évidemment, la position sur cette nouvelle domane est très confortable, surtout à l'avant. Regardez-moi cette énorme douille de direction. Même le guidon est relevé. Tout est pensé pour que l'on puisse accumuler les kilomètres sans ressentir de fatigue dans le dos ou les épaules. Mais ne vous arrêtez pas là, car cela concerne uniquement la partie avant du vélo. Pour moi, c'est à l'arrière que réside encore l'ADN de l'ancienne Emonda. L'arrière est très réactif. Dès que tu te mets debout, que tu lèves les fesses de la selle et que tu appuies, le vélo part vers l'avant et c'est une sensation très agréable. Un vélo de grand fond que jusqu'à présent, on a toujours eu tendance à considérer comme un vélo rouleur, disons-le comme ça. Mais ce n'est pas tout, car l'empattement est aussi assez court pour ce segment, ce qui rend le vélo très agile dans les virages. Je ne dirais pas qu'elle est nerveuse, elle est agile et elle est amusante. En ce qui concerne la conduite, je veux surtout que vous reteniez ceci. Jusqu'à présent, le segment des vélos de route endurance était perçu comme des vélos pour les personnes âgées, des vélos ennuyeux, des vélos qui ne procurent pas de plaisir à conduire. Messieurs, Trek a mis fin à cela. Dans cette domane, il y a beaucoup de l'Emonda, vraiment beaucoup. De plus, les manivelles qui sont montées d'origine sont déjà bien raccourcies, regardez. Parce que en taille XS et S, elles font 160 mm, en taille M et ML, elles font 165, et en taille L et XL, elles font 170 mm. C'est quelque chose qui nous manquait beaucoup de la part de Trek, et ils se sont enfin mis à jour sur ce point. D'un autre côté, nous avons une fixation UDH pour le dérailleur arrière. Comme vous pouvez le voir, cela nous permet, sur certains modèles qui sont déjà équipés d'origine, d'utiliser une cassette 1043 et donc de monter un plateau unique à l'avant. Nous avons aussi un boîtier de pédalier T47, les pneus d'origine sont de 35 mm et nous avons également la possibilité de monter des garde-boue directement. L'un des meilleurs atouts de cette domane génération 5, c'est qu'elle est modulaire, c'est pratiquement comme un Lego. Tu peux la modifier selon l'utilisation que tu veux en faire. Regarde, on va faire un petit tour d'horizon. Par exemple, pour des entraînements de longue distance, sur route, évidemment, elle est parfaitement adaptée. Côté performance, attention, c'est une caractéristique intéressante que tous les vélos de route endurance d'autres marques n'ont pas forcément. Pour moi, ce vélo, vu sa légèreté et ses qualités en montée, est tout à fait une option viable. Équipé des bons composants, il permet de participer à la Quebrantahuesos. Tu veux battre ton record ? Il est clair qu'on ne la verra pas utilisée par Lidl Trek sur le World Tour et qu'elle n'aura pas ce prestige visuel, mais c'est un vélo parfaitement adapté à ce type de défi où la performance est en jeu. Ensuite, un passage de roue maximale de 40 mm sans problème. Tu peux y mettre un pneu gravel à crampons et de temps en temps aller faire un gravel champagne, tu vois ce que je veux dire, sur une piste pas trop abîmée, une sorte d'autoroute hors bitume. D'un autre côté, tu peux installer des garde-boue, donc ça peut être comme ton vélo urbain haut de gamme. Et pour finir, elle est pleine de fixations, où tu peux installer une multitude de sacs, pas tellement pour le bikepacking, pas comme le vélo typique chargé avec 20 kg. Je parle pas de ça, je pense pas que ce soit la meilleure option pour ça, mais plutôt pour les courses d'ultra-endurance, où tu dois passer une ou plusieurs nuits, et emporter 3 ou 4 petites sacoches pour transporter des vêtements et d'autres affaires. Alors regardez quelle polyvalence. Il a cette bête, un vélo, pour 5, 6, 7 usages différents, selon ce que vous voulez. Je pense que si on compare cette nouvelle domane génération 5 avec l'actuelle Madone, il est clair que la Madone reste dans le catalogue de Trek comme le vélo de compétition World Tour de route de la marque américaine. La géométrie est exigeante, la position sur le vélo ne cherche pas précisément le confort, mais la performance maximale. Elle est bien plus aérodynamique que ce modèle que vous voyez ici, et en définitive, c'est un vélo très exotique, avec ses avantages et ses inconvénients. Je veux dire exotique dans le sens où tu la vois et tu te dis « Waouh, quelle forme, quel cadre, l'isoflow, pardon, quelle petite chose, quelle curiosité, non ?»
Comme quoi, ce vélo est vraiment différent. Mais en plus, elle a aussi le côté négatif, ou pas si favorable, de cet exotisme. D'être un vélo qui est plus difficile à régler, à mettre au point. Un vélo, celui-ci me semble beaucoup plus adapté à tous les publics. Cette Doman, parce que ce qui est bien ici, avec cette nouvelle génération 5, c'est que, à la différence des générations précédentes, où je pense qu'il y avait un très grand saut en termes d'exigence de performance, par rapport à l'Emonda ou à la Madone, le niveau de performance qu'on peut demander à la Doman s'en est beaucoup rapproché. C'est un modèle si léger en termes de poids qu'il se situe au niveau d'un vélo de World Tour comme la Madone. C'est un modèle qui, oui, a toute cette partie frontale plus élevée, ce qui donne du confort et qui permet à un amateur, à un passionné, de rouler pendant plus d'heures à un meilleur rythme que sur une Madone. Si on va rouler 1 heure, on va pas se plaindre. Mais pour une longue sortie de 6 heures, de 8 heures, une épreuve d'ultracyclisme de 800 km, il est très probable qu'on finisse par aller plus vite, à une vitesse moyenne plus élevée, avec cette position frontale. Mais je vous dis une chose, pour moi ce vélo, d'ici vers l'avant c'est une Doman, mais d'ici vers l'arrière c'est une Emonda, à 100%. C'est un vélo réactif, c'est un vélo qui aime les virages, et c'est un vélo pour tous les publics. Et, bien sûr, quelque chose que la Madone n'a pas, c'est cette polyvalence. La Madone est un scalpel conçu pour un seul objectif, avec une seule finalité. Le passage de roue maximale est de 32 mm si je ne me trompe pas. Ici, on parle vraiment du concept même des vélos tout en un, parce qu'ils peuvent servir à énormément d'usages différents. Mais, j'insiste, si on l'emmène strictement sur la route, c'est un vélo auquel on peut vraiment lui en demander côté performance. Tous les modèles grand fondo des marques concurrentes de Trek ne peuvent pas en dire autant. Merci. Normalement, parler de gamme et de prix est un peu ennuyeux. Mais dans ce cas, je pense que Trek fait vraiment bien les choses à ce niveau en général, avec tous ses modèles, mais tout particulièrement avec cette nouvelle Doman, et il faut le souligner. Pour commencer, vous allez trouver dans la gamme 2 types de carbone. SL, que vous voyez ici, et SLR, qui est le haut de gamme. Eh bien, l'une des choses que Trek fait, c'est d'essayer de rendre les premiers prix aussi accessibles que possible. Avec la SL d'entrée de gamme à 2500 €, équipée d'un montage Shimano 105 mécanique. Dès lors, ce que j'apprécie aussi chez Trek, c'est qu'ils prennent des risques et lancent des produits un peu exotiques dans les gammes intermédiaires, qu'ils innovent ou non. Comme ce modèle-ci que vous voyez ici, qui est le SL7 Access et qui coûte 5000 €. Il se situe justement là, dans la gamme intermédiaire, et il est déjà équipé d'un monoplateau de 44 dents, et à l'arrière il a aussi une grande cassette, de la gamme XPLR de SRAM, avec une 1044. Et ce sont des petits détails que beaucoup de marques réservent uniquement pour le haut de gamme, et ici on les retrouve déjà à ce niveau de 5000 €, ce que je trouve très intéressant. Ensuite, si l'on passe à la gamme SLR, la plus haut de gamme, on va trouver différents montages, avec Shimano double plateau, avec SRAM double plateau, mais on va même trouver un modèle haut de gamme qui est aussi monté en monoplateau, dans ce cas avec le Red de SRAM, et qui réserve une surprise. Et c'est qu'il est équipé directement d'un cockpit en carbone, pas un guidon classique à double hauteur et une potence en 2 pièces, mais ils ont directement installé le cockpit de la Madone. Et c'est comme le modèle le plus performant de cette nouvelle Doman, que vous pouvez retrouver directement dans le catalogue. Au fait, ce même modèle pèse 6,6 kg sur la balance quand vous l'achetez en magasin. C'est-à-dire qu'il est plus léger que la Madone elle-même. Attention à la nouvelle Doman, d'accord ? Et enfin, tout ce qui concerne les modèles SLR, bien sûr, ils font partie du système de personnalisation Project One, avec lequel vous pouvez personnaliser les couleurs et les composants du vélo, et ainsi vous êtes sûr d'avoir un vélo unique au monde. Allons-y avec les avantages et les inconvénients, j'ai tout noté ici, parce que je viens avec plein de notes. On commence par les choses qui m'ont plu, évidemment, la polyvalence. C'est-à-dire, je pense qu'il y a peu de vélos avec lesquels on peut avoir autant d'utilisations différentes qu'avec ce nouveau Doman Génération 5. D'un autre côté, il y a la question de la géométrie,
que je considère très bien adapté au type de public qui recherche ce genre de vélo. L'esthétique et les couleurs, normalement je ne parle pas trop de l'esthétique et des couleurs, parce que c'est quelque chose de subjectif. Mais je pense que cette esthétique est vraiment réussie. Et il y a une gamme de couleurs, sans même passer par Project One, que je trouve très attrayante. Même dans les gammes d'entrée ou intermédiaires, on propose parfois des couleurs un peu comme si elles étaient affreuses. Et regardez, je trouve que ce sont des couleurs très intéressantes, au moins différentes. Ensuite, le fait de en tirer et en exiger de vraies performances, comme une machine de compétition si on souhaite, je pense que c'est quelque chose de très positif qui n'existait pas dans les générations précédentes à ce point. Et pour vous donner un exemple que je ne vous ai pas encore donné, c'est qu'elle est 100% compatible avec les bidons aéros de la Madone. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire une bête très compétitive avec ce vélo. Ensuite, le passage de roue jusqu'à 40 mm nous permet de nous aventurer dans le gravel. C'est vrai que c'est un gravel champagne, un gravel facile, mais là on parle déjà de vrai gravel. Je veux dire, je ne me lancerai pas dans une traca avec ce vélo, mais par exemple une Rancho, qui est une course à laquelle j'ai participé pour la première fois avec lui, je crois que je l'ai prise. Un pneu de 38 mm, pratiquement lisse. Ici, on peut monter un 40 mm à crampons. Donc on peut participer à des courses, à des randonnées ou à des aventures gravel, sans aller dans des zones très caillouteuses avec ce vélo. Et il y a beaucoup de concurrentes qui prétendent cela. Mais en réalité, elles restent à 35 mm. 38 mm au maximum. Je pense qu'avec le 40, c'est déjà quelque chose qu'on peut vraiment considérer. Ce n'est pas un vélo de gravel à proprement parler, mais il peut tout à fait s'aventurer, en toute légitimité, dans le gravel. Et enfin, comme point positif, la question de l'accessibilité à ces niveaux de prix. Ce que je pense être, pour une marque puissante et haut de gamme comme Trek, c'est quelque chose de très très important pour que de nouveaux publics s'intéressent à la marque et commencent par le bas de la gamme. Peut-être que des personnes plus jeunes ou à faible pouvoir d'achat puissent commencer à découvrir l'univers de la marque du Wisconsin. Inconvénient, j'ai vraiment du mal à trouver quelque chose qui ne me plaît pas, parce que tout est une question de compromis, non ? On pourrait croire que de nombreuses marques concurrentes équipent leur vélo d'endurance d'un compartiment de rangement intégré. Nous l'avons vu récemment sur cette chaîne, avec la Canyon Endurance, avec la nouvelle Colnago qui est sortie, la C72. Je pense que Trek mise ici sur la fabrication du vélo le plus léger possible, et pas seulement en retirant l'isospeed, mais aussi en n'ajoutant pas d'autres éléments qui pourraient nuire à cet égard. Il a donc fallu choisir, et les ingénieurs de Trek ont privilégié la légèreté. Et honnêtement, dans ce cas précis, je pense qu'ils ont bien fait. Parce que fondamentalement, tout ce que tu peux mettre dans une petite sacoche comme celle-ci, c'est ce que tu peux aussi mettre dans le coffre. Et je vous assure qu'une petite sacoche comme celle-ci n'ajoute pas 300 ou 400 grammes. Je parle de la sacoche elle-même, pas de ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que intégrer un coffre dans un cadre, ça augmente vraiment ce poids. 250 grammes au minimum, 300 ou même 400 grammes selon la façon dont c'est conçu. Donc c'est pas un inconvénient, mais c'est un équilibre. C'est une question de choix que vous devez prendre en compte si vous comparez différents modèles. Ensuite, le sujet du gravel, faut pas s'emballer, c'est pas non plus totalement négatif. Mais, comme je l'ai dit avant, je pense aussi que c'est une machine qui peut parfaitement être utilisée en gravel, dans un certain type de gravel, sur des pistes de gravel très roulantes. Non, j'insiste, ne partez pas faire des folies avec ce vélo, non, il n'est pas fait pour ça. Et on roule déjà avec des pneus de VTT, comme vous m'avez vu cette année. Et d'un autre côté, s'il y a quelque chose à critiquer, c'est encore une fois que les ingénieurs de Trek ont pris la décision de faire ce vélo avec un profil plus grimpeur. Non seulement à cause du poids, mais aussi, comme vous le voyez, à cause de la construction, des haubans hauts et tout le reste. Donc ils ont mis de côté le potentiel que ce vélo pourrait avoir, avec un profil beaucoup plus aérodynamique, ne veut pas dire qu'il n'a pas été travaillé au niveau aérodynamique. D'autres concurrentes existent sur le marché, comme la nouvelle Endurance de Canyon. Que eux, disons, ont fait des concessions sur le poids, mais ils ont misé sur l'aérodynamisme, surtout le modèle SLX. Ici, ils ont affirmé que leur priorité était le poids, laissant de côté tous les profils larges. Donc encore une fois, c'est un compromis, et c'est quelque chose que vous devez prendre en compte au moment de choisir un modèle ou un autre. Vous allez accumuler beaucoup de dénivelé, vous allez porter beaucoup de poids sur le vélo,
parce que vous allez faire de l'ultra-distance. Si vous voulez un vélo léger, réactif, etc., pour monter, c'est celui-ci qu'il vous faut, sans aucun doute. En règle générale, pour qui est ce vélo? Eh bien, je crois que je l'ai déjà dit tout au long de la vidéo. Ce qui se passe, c'est que ce vélo est destiné à beaucoup plus de personnes que ce que les gens pensent. Nous sommes tous obsédés par les vélos du World Tour, avec des géométries qui nous cassent le dos après 2 heures, et qui sont des machines parfaites pour les cyclistes professionnels, mais pour la plupart des mortels, ce type de vélo, de type endurance. Dans cette nouvelle génération, qui sont plus agiles, plus légers, et qui ont ce petit côté réactif et ce petit plaisir dans les virages. Pas comme les générations précédentes, elles sont vraiment faites et pensées pour nous. Et dans la plupart des cas, tu peux même économiser de l'argent. Parce que normalement, à composants égaux et tout ça, eh bien, un vélo World Tour coûte généralement beaucoup plus cher. Simplement parce qu'il fait partie du World Tour, il faut amortir le marketing qu'un vélo d'endurance. Donc voilà, ce choix, je vous le laisse. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a beaucoup plu, que vous mettrez un gros like, laissez-moi un commentaire. Quelle note donnez-vous au vélo de 1 à 10 ? À bientôt dans les prochaines vidéos. Soyez heureux. Ciao.